Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast, le Talk by Let's Go Metz. Au programme, une émission spéciale Coupe du Monde de rugby. On en profite bien sûr pour faire un clin d'œil au RC Metz Moselle qui vibre pleinement pour notre équipe de France. Pour en parler, je reçois Valentin Lachaud, notre monsieur rugby. Avec son beau maillot de l'équipe de France, il s'est bien accoutré pour l'occasion et il est presque aussi jaunard que Morgan Parra himself. Salut Valentin. Salut Arthur, comment ça va? Et oui, je me suis mis un petit peu corporate avec le maillot, on montre qu'on soutient les Bleus. Eh ben écoute, ça va très bien, merci, parce que l'équipe de France a lancé sa Coupe du Monde de la meilleure des manières, avec une victoire 27-13 contre la Nouvelle-Zélande, mais non sans mal, Valentin. Oui, effectivement, ça a été difficile à l'allumage, comme on peut dire, mais bon, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer tout ça. Déjà, comme les joueurs eux-mêmes l'ont dit, il y avait une pelouse assez difficile à manœuvrer parce qu'il faisait humide, mais en même temps, il faisait très chaud. Les joueurs, ils sont arrivés au stade quasiment 1h30 avant le match, et puis ils ont pu sortir seulement 25-30 minutes avant à cause de la cérémonie d'ouverture. Donc il y a eu un échauffement qui s'est fait en salle, dans la clim, et eux-mêmes le disent que quand ils sont sortis, ça a été très compliqué de s'adapter, il a fallu le faire rapidement. Donc je pense que beaucoup de facteurs ont fait que ce début de match a été un peu compliqué. Il y a aussi peut-être la pression au moment des hymnes ou au moment de sortir dans un stade plein à craquer et acquis à la cause bleue, on va pas se mentir. Il y avait beaucoup moins de Néo-Zélandais que de Français dans le stade. Donc oui, effectivement, ça a été compliqué cette première mi-temps. Ils se sont fait punir dès le début par un essai de l'ailier néo-zélandais. Mais après, ils sont quand même restés dans le match. C'est-à-dire que derrière, ils prennent un essai tout de suite, 3 ou 4 minutes plus tard, je sais plus. Ils reprennent 3 points grâce à Thomas Ramos. Et au final, à la mi-temps, ils sont devant. Donc c'est paradoxal, étant donné qu'ils jouent un de leurs plus mauvais rugby de ces dernières années, paralysés un petit peu par l'enjeu. Donc je pense qu'ils se sont fait tirer les bretelles à la mi-temps. Et ensuite, par contre, en deuxième mi-temps, même si ça a été rebelote, et que ça a été exactement le même début de mi-temps que pour la première où ils se prennent un essai tout de suite. Là, par contre, derrière, ça a beaucoup mieux réagi. La défense était un peu plus en place. Il y a eu énormément de solidarité entre les joueurs et au courage. J'aime bien utiliser ce mot courage parce que pour moi, c'est ce qui caractérise ce qui s'est passé vendredi. Ils sont allés vraiment chercher cette victoire ensemble grâce aux remplaçants aussi qui ont fait des superbes entrées. Et au final, pour aller chercher une victoire avec un petit score quand même, ils ont mis un petit score aux Néo-Zélandais, et ça fait plaisir. Et évidemment, l'essentiel est là, même si on pourrait être pointilleux, entre guillemets, dans l'analyse par rapport à la première mi-temps, et aussi par rapport à la blessure de Julien Marchand, qui va devoir quitter ses coéquipiers pour 4 semaines au minimum. On espère qu'on le reverra pour la suite du tournoi, Julien Marchand. Au final, le score final 27-13, j'ai envie de dire qu'il est presque sans appel. On a l'impression, si tu ne regardes pas le match, tu as l'impression que la France n'a jamais été mise en danger par les All Blacks. Mais au final, la Nouvelle-Zélande est assez loin de cette équipe de France. Est-ce que le mythe des All Blacks, il est en train de tomber, Valentin? On a l'impression qu'ils ne font plus peur depuis quelques années. Je dirais pas que le mythe est en train de tomber, je dirais plutôt, si tu veux qu'on garde cette expression, qu'il serait en train de s'essouffler à la limite. Parce que les All Blacks, malgré tout, ont des superbes statistiques, que ce soit en Super Rugby ou c'est le tournoi qui se fait à l'échelle du Sud, comme on a, nous, les 6 nations. Eux, ils jouent un tournoi avec l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Australie tous les ans. Ça se passe plutôt bien pour eux, etc. Alors oui, ils sont plus invincibles. Et avant, vraiment, les All Blacks, c'était l'équipe à battre. On n'arrivait jamais à prendre l'ascendant sur eux. Et finalement, ça se passe de moins en moins. Ils perdent de plus en plus, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, ces dernières années, je crois qu'ils sont à 3 ou 4 défaites. Alors oui, c'est des défaites cinglantes. Il y a eu un 40. Les Français leur en avaient passé 40. L'Afrique du Sud leur en a mis 35. Il y a eu 35-7 en juillet dans un test match. Le mythe s'essouffle un petit peu, mais les All Blacks sont toujours là. Et preuve en est, même si la France était archi favorite pour ce match d'ouverture, on s'est quand même méfié. En se disant, voilà, la France, elle est prête, c'est sa Coupe du Monde à la maison, elle est dans son Stade de France. Mais gare aux All Blacks, parce que les All Blacks étaient vraiment venus pour le combat. Ils étaient peut-être pas dans leur meilleur rugby, mais par contre, ils y sont allés. Et je pense que la France l'avait anticipé, mais pas trop. Et on le voit parce qu'ils se font punir tout de suite. Et les All Blacks, ils ont toujours cette dimension de combat. Ils vont toujours sur le terrain pour en découdre et quoi qu'il arrive, même s'ils jouent pas bien, ils seront toujours là et ils seront toujours compliqués à manœuvrer.
Et peu importe le niveau de jeu affiché par la Nouvelle-Zélande, il y a quelque chose qui reste mythique, voire même mystique. C'est le haka. C'est une belle tradition maori, n'en déplaise à Sandrine Rousseau. Les All Blacks ont fait l'honneur du Kapao Pango à nos Bleus en lieu et place du traditionnel kamaté. Et pour la première fois, le leader du haka a brandi une pagaie en symbole de pouvoir. Ça pourrait s'apparenter même à une arme traditionnelle. Oui, c'est ça. Le haka, c'est avant tout un symbole de tradition, de combat dans les îles du Pacifique. Et si le plus connu est celui des Néo-Zélandais, il y a toutes les îles du Pacifique qui ont leur haka. Par exemple, si vous avez regardé le match face des Fidji, vous verrez que les Fidjiens ont leur haka traditionnel, qui est d'ailleurs super sympa à regarder. Les Samoans en ont un, les Tongiens en ont un. En fait, quand vous allez voir au fur et à mesure que la Coupe du Monde va avancer, toutes ces îles qui vont jouer, vous allez voir qu'elles ont tout un haka. Et c'est ce qui est super intéressant parce qu'on le décrit comme quelque chose de viriliste. C'est bien évidemment faux, même s'il y a une dimension de combat, puisque les filles, maintenant les sélections féminines ont aussi le vent en poupe, les filles le font aussi le haka. Il est différent. C'est pas le Kapao Pongo, mais elles le font. Et ce qui est intéressant de voir avec le Kapao Pongo, comme tu le disais, c'est qu'il est réservé un petit peu pour les grandes occasions. On a vu qu'ils l'avaient fait en finale en 2011. Ils le font pour les ouvertures des Coupes du Monde, mais ils le font pas tout le temps. C'est-à-dire qu'ils réservent le kamaté pour les matchs, les petites affiches, les affiches ordinaires, on va dire, et pour les grandes occasions, ils viennent. Et là, preuve que l'enjeu était encore supérieur, pour la première fois, le capitaine des All Blacks a pris une arme traditionnelle. Donc ça renforce ce côté encore plus exceptionnel cumulé à celui du Kapao Pongo, et c'est super intéressant de voir le respect qu'il y a autour de ce haka. Il est énormément respecté, quoi qu'on en dise. Les Français ont des fois fait, on se souvient du V de victoire, ou victory en anglais, qu'ils avaient fait en 2011, ou quand ils s'étaient approchés quasiment à 2 ou 3 mètres des Néo-Zélandais en 2007. Il y a une énorme dimension de respect, et même en conférence de presse, le sélectionneur des All Blacks le disait, nous, on ne serait pas choqués ni vexés que la France fasse quelque chose en face, parce qu'on les connaît, les Français. On sait que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, ils le font, tout en n'omettant jamais la dimension de respect et l'importance sentimentale en guillemets que le haka ont pour eux. Donc c'est super intéressant de voir que même au fur et à mesure que les années avancent, le haka ne perd pas de sa superbe. Tu l'as parfaitement souligné, on sait qu'entre la France et la Nouvelle-Zélande, il y a toujours des histoires assez légendaires autour du haka, des réponses un petit peu françaises. Tu as évoqué le V de la victoire en finale de Coupe du Monde en 2011. Bon, ça s'était joué à peu, l'équipe de France avait perdu de peu contre la Nouvelle-Zélande là-bas, ou encore ce défi en 2007 avec les partenaires de Sébastien Chabal qui avaient véritablement défié les Néo-Zélandais vraiment tout près d'eux. Oui, c'est ça, et c'est toujours intéressant de voir que on va se demander ce qui va se passer derrière. Là, on se demandait si les Français allaient faire une action symbolique, mais peut-être qu'ils le réservent pour plus tard. Je ne sais pas s'ils se rencontrent une autre fois dans la compétition, mais les Français, comme je dis, font toujours dans une logique de respect, et c'est ça qui est super important, parce que ça pourrait être pris évidemment comme quelque chose de grossier, de non-respect par rapport à leur tradition à eux. Et non, la France et le staff pensent toujours à ça. Évidemment, le V en 2011, à l'Eden Park d'Auckland en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose qui marque les esprits. Mais ça n'avait pas été mal accueilli par que ce soit la presse ou les Néo-Zélandais eux-mêmes, puisque finalement, ils font ce V, mais derrière, ils ne perturbent pas le haka, rien. Et c'est aussi très impressionnant de voir comment le haka est respecté dans les stades. Il y a un grand, grand, grand silence en général, et c'est très, très intéressant à observer. C'est toute une mystique d'avant-match qui se déroule bien sûr avant même la rencontre. Et avant le haka, il y a eu bien sûr les hymnes. Si le Stade de France a frissonné pour la Marseillaise, il y a tout de même quelque chose qui t'a dérangé par rapport aux hymnes depuis le début du tournoi, Valentin. Oui, 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 ça fait polémique, et on me dit à l'oreillette qu'une réunion devrait avoir lieu, ou a eu lieu sans doute aujourd'hui, entre World Rugby, France 2023, le comité d'organisation et le ministère des Sports, parce que ça fait jaser du côté des sélections, des supporters. On pense à la Marseillaise qui est mythique, et ces dernières années, le staff français ou l'organisation avait plutôt tendance à couper au bout d'un moment. Ils l'ont fait là pendant la préparation, la Marseillaise, pour que le stade se retrouve a cappella. C'est super. C'était vraiment un grand moment
pour y avoir été au bord de la pelouse pour France-Écosse à Geoffroy Guichard il y a quelques semaines, quand on est dans le stade, on a vraiment les poils qui se dressent, quoi qu'on fasse, où qu'on soit dans le stade, quand on entend cette Marseillaise a cappella. Et là, le sentiment qui prédomine après ce match d'ouverture, c'est que on l'a un petit peu gâché. En mettant certes des chœurs d'enfants, ce qui était une super idée, mais en fait ils ont eu la bonne idée de le mettre en canon. C'est-à-dire que il y a un décalage dans les paroles, déjà dans la Marseillaise de base, donc après ça fait encore un décalage avec le public. Donc la Marseillaise était un petit peu bizarre, et on pense aussi à Flower of Scotland, un hymne magnifique qui me dresse la chair de poule à chaque fois, parce qu'il est joué à la cornemuse. Quand c'est en Écosse, la cornemuse est sur le toit du stade. Je pense que si vous l'avez déjà écouté, ça vous donne forcément aussi des frissons. Tous les hymnes ont été un petit peu bafoués. Mais bafoués, on n'aura pas non plus manqué de respect puisque l'hymne n'a pas été changé, mais ça le rend moins authentique. Donc je pense qu'ils vont peut-être changer ça pour que les supporters puissent plus s'adonner à leur chant favori avant le début du match. Effectivement. Bon, on parlait de ce match entre la France et les All Blacks. Certains d'entre vous l'ont peut-être suivi sur le parvis de la gare de Metz, place du Général de Gaulle. Le RC Metz-Moselle, porté par la ville et le département, mais a organisé une fan zone pour que les gens puissent regarder les matchs du mondial tous ensemble. Je suppose que tu trouves que c'est une belle initiative, Valentin. Oui, évidemment, c'est bien. Là, on sait tous que la Coupe du Monde de rugby est bien évidemment moins populaire que celle de football, mais quand je vois le monde qu'il y avait devant l'écran vendredi soir, place de la Gare, c'est très chouette de voir que le monde se mobilise. J'espère que ça va continuer, que les gens vont continuer à venir pour voir les matchs sur les écrans géants. Je crois que les lieux vont peut-être changer petit à petit. Donc c'est bien. Il y a des initiatives qui sont prises de voir que on peut créer des lieux, surtout quand la Coupe du Monde est dans notre pays. Il y a des fan zones dans les villes organisatrices, enfin dans les villes hautes. Mais c'est bien qu'il y en ait aussi également dans les villes qui n'accueillent pas de matchs. Donc moi, je suis très content de cette initiative. Je suis bien d'accord avec toi, c'est une très belle idée. J'y étais d'ailleurs vendredi dernier à cette fan zone. J'ai eu l'occasion de rencontrer notamment le président du RC Metz-Moselle, Hubert Barth, co-président avec Morgane Parra. Et c'est un reportage qui sera à découvrir jeudi à 18h30 dans 100% Sport. Notre rendez-vous sur les ondes de France Bleu Lorraine. Et bien évidemment, ce sera disponible sur letsgomez.com. Place à la suite de la phase de poule pour nos Français. Les Bleus affronteront l'Uruguay justement ce jeudi, la Namibie une semaine plus tard et enfin l'Italie le 6 octobre. En clôture de cette phase de groupe, j'imagine que l'objectif c'est d'aller chercher 3 nouvelles victoires pour bien sûr avoir cette première place de poule, Valentin. Oui, c'est évidemment l'objectif affiché, mais je pense que la tâche va pas être facile parce que, par exemple, pour moi, le match contre l'Italie fait figure d'un match piège par excellence. D'autant plus que l'Italie revient fort, ils ont fait un gros match. Eux ont eu le bonus offensif pour leur confrontation contre la Namibie. Donc ils ont 5 points, nous on est deuxième derrière eux, donc il va pas falloir non plus se rater contre eux, même si je pense qu'ils vont peut-être perdre contre la Nouvelle-Zélande. Mais je pense notamment à Ange Capozzo, le joueur du Stade Toulousain. Bon, lui, on aurait aimé qu'il soit français parce qu'il a été formé en France et je crois qu'il est né en France également. Mais voilà, pour moi, l'Italie, il a cette figure d'outsider dans la poule et je m'en méfie. Je me méfie également du match contre l'Uruguay qui va avoir lieu à Lille jeudi, puisqu'on va faire tourner. Il y aura moins les cadres, on va faire tourner l'équipe pour faire jouer tout le monde et reposer les joueurs qui ont joué vendredi contre la Nouvelle-Zélande. Moi, je me méfie de tout. Bon, peut-être un peu moins de la Namibie, parce que la Namibie a moins l'habitude du haut niveau, du top niveau mondial. Mais en tout cas, l'Uruguay et l'Italie... objectif 3 victoires évidemment, mais ce sera peut-être pas si facile qu'on ne le pense et il faudrait pas crier victoire trop vite. Ah, tu te méfies quand même parce que c'est quand même du haut niveau, l'équipe entre guillemets bis de cette équipe de France. Oui, puis on a vu qu'ils s'en sont très bien sortis contre l'Écosse lors du premier match, même s'ils ont perdu de peu à Murrayfield au début de la préparation. C'est du haut niveau, mais je pense que ça va passer par une phase de respect de l'adversaire qui sera évidemment faite du côté du board français. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise dans cette Coupe du Monde, donc il faut prendre les rencontres les unes après les autres, puis y aller avec le plus de sérieux possible. Évidemment, si toutes ces cases sont cochées, il n'y aura aucun problème. Justement, en parlant de petites surprises, tu l'as un peu dit tout à l'heure, tu verrais pas l'Italie faire un petit exploit contre la Nouvelle-Zélande dans cette poule? Sait-on jamais les miracles du sport? J'aimerais bien, ce serait bien pour l'esprit du sport.
ce serait chouette pour les Italiens qui reviennent. Bon, ils ont été souvent habitués à la cuillère de bois dans des tournois à destination, mais ils reviennent bien ces derniers temps. Ils ont une belle génération, donc ce serait très, très chouette pour eux. Mais bon, je pense que la Nouvelle-Zélande en face, c'est quand même un ogre, hein, vraiment, on va pas se mentir. J'aimerais bien, mais je pense que ça me semble compliqué. Bien, on verra ça sur la suite de ces phases de poule. Pour aller plus loin dans la compétition, l'équipe de France est présentée comme la grande favorite de cette Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que c'est enfin l'année des Bleus, Valentin? J'aimerais bien que ce soit enfin l'année des Bleus. Tout est réuni. On a la Coupe du Monde chez nous. On a nos supporters dans un environnement que le staff et les joueurs connaissent. On sait que depuis des années, maintenant, ça fait 4 ans qu'ils préparent cette Coupe du Monde. Tout est fait pour que le jour J, tout se passe bien. J'ai cette image avant le match de tous les joueurs en rond au centre du terrain à faire des inspirations et des expirations tous ensemble pour, entre guillemets, se déstresser. Je pense que ça, c'est un rituel, par exemple, qui a été fait depuis longtemps. Mais rien n'a été laissé au hasard. Quand on voit que même pendant le tournoi Destination, la France était déjà à Rueil-Malmaison et pas à Marcoussis pour justement s'habituer à cet hôtel qu'ils allaient avoir pendant la Coupe du Monde, à ces habitudes qu'ils auraient pu prendre. Et quand je vois même que tout a été réfléchi jusqu'au vestiaire, parce que évidemment la France savait qu'ils auraient le vestiaire visiteur, ça avait été tiré au sort avant le match pour le match d'ouverture, et ben eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de prendre aussi le vestiaire visiteur contre l'Australie il y a 2 semaines. Donc rien n'est laissé au hasard et je pense que ça va bien se passer. Et puis, on peut être confiant parce qu'on a le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, qui se permet de piquer des petits roupillons dans le bus avant le match. Oui, mais je pense que là, encore une fois, c'est dire, ça montre la sérénité qui entoure cette équipe. Je pense que tout a été fait pour les mettre dans une bulle qui soit le plus calme possible et déstressé, entre guillemets, même si ça doit être compliqué avant les rencontres. Mais oui, la France, c'est l'année où jamais tout a été fait pour. Et entre guillemets, ne pas être champion du monde, ça serait un échec, même si on sait qu'il va y avoir des grosses écuries en face aussi. Quelles sont les nations justement qui pourraient briser ce rêve français? Pour moi, il y a 2 équipes qui peuvent chipper le titre au bleu, entre guillemets, à savoir l'Irlande, qui est actuellement numéro 1 mondial au classement World Rugby, et l'Afrique du Sud, qui est numéro 2. La France est 3e, donc pour moi, ces 2 grosses équipes-là qui peuvent poser des problèmes aux Français. L'Irlande, parce que c'est la dernière équipe à avoir battu les Bleus lors du tournoi à destination, même si la France n'avait pas joué son meilleur rugby ce jour-là. L'Irlande, c'est solide, c'est même très 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 solide. Et pour moi, si la France n'est pas championne du monde, je les vois bien gagner le titre. Et l'Afrique du Sud, parce qu'ils sont champions en titre et parce que ils reviennent fort. On l'a vu lors de leur match, ça s'est bien passé pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans la même poule, dans la poule B. Donc ça veut dire que nous, en quart de finale, la France va avoir un gros très très rapidement. Ce sera l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Et après, si on se qualifie, qu'on gagne le quart de finale, en demi-finale, on aura l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Donc dans tous les cas, il va falloir se les coltiner. Ce qui garantit peut-être, si on y arrive, une finale un peu plus simple parce que la deuxième partie de tableau est beaucoup plus facile, entre guillemets. Mais du coup, on n'est pas à l'abri de voir une plus petite nation être championne du monde si, par mégarde, elle venait à battre l'un de ces colosses en finale. Ouais, et puis une finale, c'est jamais simple. Qu'en est-il des autres outsiders, favoris, que ce soit la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, voire même l'Argentine? Est-ce qu'on a des chances de les retrouver loin dans la compétition? On pourrait les retrouver en finale, du coup, comme ils sont dans l'autre moitié de tableau. L'Angleterre, franchement, même s'ils ont gagné contre l'Argentine à Marseille samedi soir, je les vois pas aller très loin. Ils sont vraiment dans le dur. Ils jouent pas leur meilleur rugby, mais ils scorent. Donc c'est pour ça qu'ils ont gagné contre l'Argentine. C'est assez compliqué. Ensuite, l'Australie et le Pays de Galles, pareil, ils peuvent avoir une carte à jouer, mais ils sont d'un niveau un peu plus faible. Et puis l'Écosse, tout le monde voyait l'Écosse comme un outsider, capable de jouer les troubles faits dans une poule B avec l'Irlande et l'Afrique du Sud. Par contre, ils sont complètement passés à côté de leur match, justement, contre les Sud-Africains. Ils se sont fait... la première mi-temps était assez équilibrée, mais ils se sont fait manger en deuxième. Donc les petites nations auront leur carte à jouer dans la deuxième moitié de tableau. C'est pour ça que c'est un peu désavantage de faire un tirage au sort d'une Coupe du Monde 3 ans avant, puisque celui-là a été fait en 2020, les statuts étaient différents, donc on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Ça met quand même du piment dans ce tableau avec des finales qui pourraient être inédites.
C'est ça, on peut faire des finales quasiment à chaque match à élimination directe, étant donné les équipes qu'il y a en face. Mais par contre, on n'est pas à l'abri, du coup, ce que je te disais, c'est d'avoir une équipe un peu plus, un peu moins dure à manœuvrer en finale. Donc c'est là qu'il y aurait peut-être une carte à jouer si jamais on a réussi à s'en sortir en quart et en demi. Justement, on va évoquer peut-être ce premier tour de la Coupe du Monde. Il y a des équipes comme ça qui t'ont plu, pêle-mêle, dont on n'a peut-être pas parlé. Oui. Bah déjà, il y avait toutes ces petites nations, le Chili, la Roumanie, le Chili qui jouait sa première Coupe du Monde. Ils ont marqué un essai d'entrée de jeu dans les 5 minutes de jeu, donc ils n'avaient pas froid aux yeux, ces petits Chiliens. J'ai adoré voir les petites nations, puis j'ai adoré aussi voir l'ambiance quand on voit que les Japonais et les Chiliens chantent ensemble les yeux d'Émilie dans les coursives du Matmut Atlantique. C'est ça pour moi l'esprit rugby. J'adore ces petites nations, elles viennent pour profiter du moment. Et puis il va y avoir l'entre-lice cette semaine du Portugal qui s'est qualifié à l'arraché, j'ai envie de dire, pour cette Coupe du Monde. Donc les petites équipes, moi j'adore les voir, même si évidemment les écarts de niveau sont conséquents. Quand on voit que l'Irlande en a mis 80, c'est que les écarts sont conséquents, mais j'ai hâte de voir ce qu'elles vont donner et j'espère qu'elles vont jouer les troubles faites. Au-delà aussi de profiter du moment pour eux parce que c'est assez exceptionnel. En revanche, les gros ont assuré sur cette première journée de phase de poule de la Coupe du Monde, Valentin. Oui, c'est ça. L'Irlande, l'Afrique du Sud, la France, les 3 favoris que j'évoquais tout à l'heure ont tous gagné. Ça s'est très bien passé pour l'Afrique du Sud et pour l'Irlande. Bon, pour la France, on a fait le détail du match. Ça se passe bien. L'Australie et le Pays de Galles ont gagné. Le Pays de Galles, c'était un peu plus litigieux contre les Fidji puisque l'arbitrage était clément, on va dire. Pour le Pays de Galles, on a vu ce que ça faisait d'être arbitré comme une petite équipe pour le Fidji parce qu'ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts. Je pense que les Fidji auraient mérité de gagner. Il y a une décision litigieuse en cours de match. Bon, c'est pas grave. On passe à autre chose et on verra ce que fera le Pays de Galles à son prochain match, s'il sera toujours autant avantagé par l'arbitre. Mais en tout cas, ça fait jaser sur les réseaux sociaux. Et puis, mais les gros ont assuré et j'ai hâte de voir ce qui va se passer maintenant que tous ces gros vont faire tourner un peu leur équipe. Et effectivement, nous aussi, on a hâte. On a bien sûr hâte de voir l'équipe de France qui rejoue dès ce jeudi contre l'Uruguay. Cet épisode du Talk by Let's Go Metz touche à sa fin. Merci Valentin d'avoir été de la partie. Merci à toi, Arthur, pour l'invitation. Mais je t'en prie, on se retrouve bien sûr sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, activer les notifications pour ne rien manquer des vidéos de Let's Go Metz. On se retrouve bien évidemment sur letsgometz.com pour ne rien manquer de l'actualité du sport messin. Bye bye. Salut.